On va dire qu'en attendant que le shiur se remplisse, je vais vous raconter une petite histoire que j'ai reçue sur WhatsApp. Et comme de manière un peu lointaine, cette histoire me concerne personnellement, donc je vais me permettre de vous la raconter. Très, très, très belle histoire. Dans les années 2000-2002, le collège n'était pas dans les bâtiments que nous avons aujourd'hui, qui jouxtent Betrivka, c'est un peu plus bas. Et c'était à l'époque, c'était un binyan qui s'appelait le Machon Menachem, qui avait été fait par le Rav Gorodeski. Le collège donc avait pas élu domicile là-bas. Et juste en face de ce grand bâtiment, très beau bâtiment, un hôpital, qu'on appelle l'hôpital du Baldière. Et il arrivait, qu'il y ait des malades juifs. Et bon, on faisait appel à nous pour nous occuper un petit peu, amener à manger. Pendant Pessah, on a eu souvent l'occasion d'alimenter des gens qui avaient besoin de manger cachal et Pessah. Dans ces années-là, donc je disais une petite vingtaine d'années, un monsieur, un centenaire, s'appelait Rosenbaum, si mes souvenirs sont bons, et qui avait besoin qu'on s'occupe de lui. Il se trouve que c'était en début août. La majorité de la Keïla était des Makom Nofesh en vacances. Moi-même, d'ailleurs, je n'étais pas au collège à ce moment-là. On avait pris quelques jours de vacances. Et un groupe de personnes qui étudient au collège et qui étaient souvent là-bas, qui eux-mêmes n'avaient pas quitté hier, ont eu l'occasion de s'occuper de ce vieux monsieur. Plus du tout. Il aime la manger, les derniers devoirs, etc. Il est niftar. On s'est vraiment occupé de tout. Son enterrement, la Chevra Kadisha, tout. Bon, normal, hein. Chesed Shalemet, c'est un chesed de vérité parce qu'on n'attend pas de retour. On s'est occupé de ce monsieur. Il se trouve que, à quelque temps de là, j'étais déjà de retour, c'était bien après les vacances, j'ai ouï dire cette histoire que les Kollelman, d'ailleurs, je vais dire le nom d'ailleurs, Altov, un des principaux acteurs de l'histoire, qui s'était vraiment occupé de ce monsieur, c'est une personne qui habitait précisément au Mahon à l'époque, et qui était au collège, qui s'est depuis marié, qui a des enfants et tout, il s'appelle David Chemoul. Je vais dire son nom, parce que dans l'histoire qui est parue sur Internet, son nom n'apparaît pas, donc je veux lui rendre justice. Lui qui s'est occupé de tout. Baruch Hashem. À quelques temps de là, un jour, un matin, une matinée, j'étais à ma table de mes chiffres, je répondais aux questions des Kollelman. Il y a un monsieur qui met avec un béret sur la tête. Il demande où est le responsable de cette institution. On me le présente, il s'assoit, bonjour monsieur le Rav. Et il commence à parler. Je dis oui monsieur, que me vaut l'honneur. Il dit je m'appelle précisément Rosenbaum. Ah oui, ce nom me disait quelque chose. Il dit monsieur le rabbin, je voudrais vous raconter quand même quelque chose. Et avant tout, vous remercier pour ce que vous avez fait pour mon papa. Écoutez bien l'histoire, c'est vrai. Bon, je me suis rappelé vaguement qu'effectivement, j'étais occupé d'un vieux monsieur. Bon, ça demande un investissement. Bon, que tout le monde aurait pu faire. Hein. Des fois, on a un grand route à faire quelque chose qui nous paraît bénin, mais qui laisse un grand impact. Je voudrais vous remercier. Pourquoi? Vous êtes occupé de mon papa. Et je voudrais doublement vous remercier. Alors écoutez bien, messieurs, les détails. Doublement vous remercier. Parce que sachez que quand j'ai su que votre institution, c'est une institution Lubavitch, s'appelait le Machon Menachem, du nom du rabbi, j'ai tenu à me déplacer pour remercier. Pourquoi? Quel est le point? Sachez que mon père, alors écoutez bien les détails, messieurs. Mon père, mon papa qui est décédé à cet hôpital du Valdière en face, et dont vous vous êtes occupé, dans les années 1928, il est à Varsovie au mariage du Admour Menachem Mendel, celui qui allait devenir le rabbi Lubavitch. Et le beau-père, qui était le rabbi de l'époque, il y avait tellement de monde, il a fait un appel. Le rabbi Rayat, ça fait un appel. Il a demandé aux gens, celui qui peut aider, participer à ce mariage, d'avoir la Birkatov.
Et mon père s'est présenté spontanément. Il a donné une grosse somme pour participer à ce mariage. Ok, un bon juif qui avait de l'argent, il a donné. Le Rabbi Reyes se retourne vers lui et il lui dit merci beaucoup à Grosso Shkoyer, un grand merci pour ton aide. Sache qu'un jour, le mouvement Lubavitch te rendra ce cadeau aujourd'hui. Un mot du Rayat. Et notre papa nous a souvent rapporté ce mot, que le mouvement Lubavitch nous est redevable, il nous doit quelque chose, parce que j'ai aidé au mariage du gendre. Et donc, dans notre famille, on a toujours gardé cette histoire chassidique comme ça. Et quand c'est le fils qui me raconte, ça je témoigne, hein, c'est moi-même. Il me dit, quand j'ai su que les personnes qui s'étaient occupées de mon papa faisaient partie d'une institution sous le nom de Lubavitch, alors j'ai compris que c'était ça la promesse que le Rabbi Rayat avait fait à mon papa, qu'un jour, des gens de ce mouvement viendraient à son secours alors qu'il était seul. Pourquoi et comment, je ne connais pas les détails. Pourquoi la famille n'était pas autour de lui, je ne sais pas. Peut-être le mois d'août, les tailleurs n'ont pas su. Quoi qu'il en soit, les seules personnes qu'on peut faire les derniers devoirs à ce défunt, à ce monsieur, eh ben c'est ce groupe qui était au Mahomet de l'époque, les membres du Kollel, Baruch Hashem. C'est une histoire fabuleuse. Une histoire fabuleuse. C'est un grand route pour nous d'avoir pu accomplir une névoie, on peut dire, une névoie du Rabbi Rayatz, qui avait promis à ce papa, à ce monsieur, dans les années 28, les 20, donc il était centenaire, il devait avoir 28 ans le monsieur, il a dû dans les années 1900, l'histoire, c'est en 1928 le mariage du Rabbi, et chez nous, c'est dans les années 2000, donc on a bouclé la boucle, il avait à peu près 100 ans. Eh bien, nous avons été les auteurs de cette névoie, Baruch Hashem, on n'est pas peu fiers de ça. Et d'ailleurs, le monsieur nous a dit, je vais vous faire un cadeau. J'ai dit, on ne veut pas d'argent, si vous voulez nous acheter des livres. Et j'ai eu l'idée, il nous manquait une grosse l'encyclopédie talmudique, on ne l'avait pas à l'époque. Eh bien, il nous a offert spontanément comme ça tous les volumes de l'encyclopédie talmudique, qu'on a d'ailleurs été Magdish. On a fait on a écrit un papier avec son nom, Leilou Nishmat, sur ce monsieur-là. Voilà, donc c'est l'histoire que je vais vous raconter. Pourquoi je raconte maintenant? Parce que magnifique. Gérard, c'est incroyable. Je ne sais pas comment Shlomo Bodovitch, il a entendu cette histoire, il a raconté, et ça, dans tous les groupes de Parisiens, elle a fait le tour. C'est comme ça m'est revenu. On m'a demandé, c'est vrai l'histoire? J'ai dit, elle est oui, vrai. Le problème, c'est qu'on m'a tout attribué dans l'histoire, alors que j'étais un rôle secondaire. C'est David Chemoul qui avait le rôle principal, qui s'est occupé de ce vieux monsieur. Vous voyez, le srout, on ne peut pas s'imaginer ce que ça veut dire, un srout d'un juif, s'occuper d'un juif qui est perdu, il est perdu, on a l'impression qu'il n'a plus de famille, il n'a plus personne, on s'occupe de son enterrement, voilà. On a fait une promesse du Rabbi Rayas. C'est vrai, c'est un grand riou pour nous. Tu as besoin, il faut courir. Okay, c'est un enseignement, très grand enseignement. Voilà. Dans Google, je crois qu'ils ont trouvé cette histoire dans Google, c'est le Rabodovitch qui l'a raconté. Et bon, ça a réchauffé beaucoup de monde et moi-même, ça m'a réchauffé. Et David Chemoul, quand je lui ai ramené, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer quand c'est comme c'est beau. Alors, reprenons à la chôte. D'abord, je fais une petite introduction. C'est des halakhot qui ont été d'actualité cette semaine. On a fait des recherches là-dessus. Une personne a apporté une espèce de petite bombe dans laquelle il y avait une espèce de crème liquide, crème chantilly. Et quand on appuie sur la bombe, eh bien, il y a de la crème chantilly qui se forme. Donc, c'est un liquide qui se transforme en solide. Est-ce qu'on a le droit? Ils voulaient badigeonner comme ça, il y avait des gâteaux, des fraises et tout. Ils voulaient mettre de la crème chantilly dessus, qui se faisait tout de suite à la Macom, avec la petite bombe là, avec le petit. Alors, ce n'est pas une question facile. Nous avons eu l'occasion les dernières semaines d'apprendre la melacha de lâche. Lâche, c'est pétrir. J'expliquais qu'on avait dans certains cas le droit d'être lâche, de pétrir, quand tu as vraiment besoin, pour le besoin d'un tinoc ou béchat adachak, en faisant deux chinouïs, en faisant un chinouille de manière différente, la rencontre de la farine et de l'eau, d'éléments solides et d'éléments liquides, et puis quand le mélange proprement dit, la tarovette elle-même, je vais expliquer que le mieux, c'était de faire la forme de shtiva erev, de la chaîne et la trame, ça veut dire de haut en bas, gauche à droite, de haut en bas. Bon, on a parlé de ça. Mais lâche, c'est quoi lâche? Lâche, pétrir, c'est prendre des éléments solides liquides, les mélanger, les pétrir et en faire un troisième élément qui est la pâte, la issa. Mais là, qu'est-ce que vous faites? Vous avez un liquide qui devient solide. C'est comme prendre du blanc d'œuf, le battre et vous obtenez de l'œuf battu. On n'a rien pétri. On a changé la forme, elle était liquide, on l'a rendu solide.
C'est pas lâche, certes. Malgré tout, les poskim, il y a un prime gadim qui dit que c'est dommer les lâches. D'autres poskim disent que ça ressemble à un peu molide. On crée quelque chose de nouveau, comme un petit peu faire des glaçons, vous voyez. En battant, on le rend solide. Là, c'est mieux parce que c'est mieux que battre l'œuf. L'œuf, on fait un grand maassé. Hein, ça s'appelle Toref Bekoar. Là, non, on ne fait rien. On appuie sur un bouton et la crème chantilly se fait. Donc, on ne peut penser que c'est permis. La conclusion des achronim, c'est qu'il faut s'abstenir. Parce qu'on crée quelque chose de nouveau. Ça s'appelle aussi Ouvdin des Chol. C'est un maassé Chol. Comme ça, on appuie et on crée quelque chose. Donc, voilà, si ça vous arrive, c'est très, très récent. Hein, ces petites bombes là, comme ça, qui vous fait la crème chantilly. Moi, c'est la première fois qu'on pose la question. Donc, après bureau, après recherche, il ressort que les postes qui m'interdisent, Shabbat Kelcheta et d'autres qui interdisent pour les raisons que je vous dis. Le rapport cache dans son livre aussi, après un grand bureau, il arrive à cette conclusion qu'il y a des raisons d'interdire. Donc, il faut s'abstenir. Ça, c'est la première. Maintenant, je vous rappelle que nous étions arrivés, je vous ai fait une petite aparté, une petite parenthèse dans faire une douche à Yom Tov. Bon. Avec un pitbull, je vous ai expliqué longuement comment ça marchait, que finalement c'était une discussion, une marloquette, un bref rappel, hein, pour vous encourager à faire Chazara, à réviser, messieurs et mesdames. Car il y a une marloquette profonde dans le Rishonim, Tosfot et le Rif. Est-ce que se laver tous les jours, ça s'appelle Shavel Ekol Nefesh, c'est un besoin vital, on va dire, quotidien, comme manger ou comme chauffer la maison. Allumer un feu à Yom Tov pour chauffer la maison, c'est vital, il faut chauffer la maison. Allumer de l'eau pour cuire, manger, c'est vital. Mais est-ce que allumer de l'eau, chauffer de l'eau pour prendre une douche, c'est vital ou pas? C'est une discussion. Eh bien, le Tosfot, il pense non, c'est pas vital. C'est pas chaver l'école nefesh, c'est un luxe. Comme c'est un luxe, on n'a pas le droit de le faire. Et comme on n'a pas le droit de chauffer de l'eau pendant Yom Tov, il est même interdit de prendre une douche avec de l'eau qui a été chauffée Erev Yom Tov. Donc les douches sont interdites pour Tosfot. Et comme ça, il possède le Rama, comme ça, il possède Admor Azaken. De peur qu'on soit amené à chauffer de l'eau pendant Yom Tov et qui serait à son Torah. Le Rif Rambam ne sont pas d'accord là-dessus. Ils disent que se laver tous les jours, c'est chaver les konefesh, c'est vital, journalièrement. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Je ne sais pas si on a un besoin si important de se laver tous les jours. En tout cas, comme ça, ils disent, c'est chaver les konefesh, quelque chose qui est égal pour la majorité, on va dire, des gens, qui a besoin de se laver tous les jours. Donc, le fait de chauffer de l'eau Yom Tov, c'est pour se laver tout le corps. Ce n'est pas interdit Minatora, c'est mis des rabanan seulement à cause du Shabbat, mais ce n'est pas interdit Minatora. Ce qui fait que prendre une douche avec de l'eau qui a été préalablement chauffée Erev Shabbat, c'est moutar. Au pire, on va être amené à chauffer pendant Yom Tov, on ferait qu'il soit des rabanan. Ça s'appelle Xera l'Exera. Conclusion. Retenez donc la conclusion du shiur précédent, c'est que pour ceux qui font comme le Bet Yosef, le Mechaber, les Sfaradim, ils ont le droit de prendre une douche à l'eau chaude pendant Yom Tov, avec de l'eau chaude qui a été chauffée Erev Yom Tov, attention. Par contre, pour le milieu Ashkenaz et Chabad aussi, parmi eux, c'est interdit, parce que chauffer de l'eau Yom Tov, c'est interdit Minatora. Donc, par précaution, on ne prend pas une douche, même avec de l'eau chauffée Erev Yom Tov. Voilà la conclusion à laquelle on est arrivé. Malheureusement, on ne peut pas faire une douche Yom Tov, nous les Chabad, on ne peut pas faire. Les Faradim, ils ont le droit, nous non. Sans rentrer, je fais bien attention, sans rentrer, bien sûr, dans le problème de savoir si on peut tirer de l'eau du cumulus, avec les conséquences que ça implique. Quand vous tirez de l'eau chaude, de les remplacer par d'eau froide, qui se cuit, est-ce qu'on en doit tuer Yom Tov? Je ne suis pas du tout rentré dans cela. À l'occasion, j'en parlerai si vous demandez, mais c'est déjà une autre question. Savoir si on peut ouvrir les robinets d'eau chaude pendant Yom Tov Shabbat, c'est déjà une autre question. C'est pas de ça que je parlais. Je parlais qu'on avait une réserve d'eau chaude. Est-ce qu'on peut prendre une douche avec? Voilà donc un petit rappel la semaine dernière. Et nous avions donc étudié aussi, auparavant, la melacha de Kotev, écrire. Et on était parti précisément sur le fait de fermer et d'ouvrir un livre sur la tranche desquels il y avait des écritures. Et nous avions dit que, bon, Kotev, que finalement, d'après l'Admor Hazaken, nous avions un éther, bon, pas pour les hommes parce qu'ils ont autre chose à faire Shabbat, mais pour les gens sur lesquels il n'y a pas Bitul Torah, ou les femmes ou les enfants, on pourrait donc jouer au Scrabble, ou même un puzzle. Bon. Dans la mesure où ils ne sont pas dans un cadre où ils vont être fixés, vraiment comme certains puzzles, c'est juste quelque chose qui est fait, puis redéfait constamment, que d'après la Shita de Admor Hazaken, on aurait le droit d'unir ces éléments pour en faire des formes, des lettres, etc. Donc, comme le puzzle, comme le Scrabble. On était avec beaucoup de postes qui m'interdisent là, hein, sachez, mais d'après la Svara de Admor Hazaken, qui est basée sur un Darké Moshe, sur un shoot du Rama,
que la raison pour laquelle on peut faire nouveau les livres, parce que tout simplement, c'est qu'un maasé de Kirouv seulement. C'est pas un maasé d'écrire. On est Mekarev, on approche des éléments qui sont déjà là, et donc en les approchant, ça fait une lettre. Mais ça, c'est pas interdit. Comme ça dit le Rav. Maintenant, nous allons passer à le contraire de écrire, c'est effacer. Dans le Mishkan, on effaçait. Parce qu'on écrivait des lettres sur les krachim, sur les poutres, du Mishkan, hein, et donc étaient classifiées, étaient classées, et il y avait des lettres, Aleph, Bet, Gimel, etc. Et quand il y avait erreur, on était amené à effacer. Donc effacer, c'est une melacha que l'on faisait dans le Mishkan. Donc je vais vous donner plusieurs applications pratiques de cette melacha de Mochek. On peut arriver à être Mochek, hein, vous inquiétez pas. Ça a l'air d'être très théorique, mais sachez qu'on peut être amené à être Mochek sans quelquefois le vouloir. Alors, je parle directement donc aux applications pratiques de la melacha de Mochek. Comment dans votre quotidien ça rentre. Dans le Mishkan, dans le Mishkan, je vous dis, on était amené à effacer de manière. Imaginons par exemple que vous avez une tache d'encre qui serait tombée sur un texte que vous voudriez lire. Vous voulez gratter la tache, vous effacez la tache pour laisser en dessous. C'est interdit. C'est mochek, même certains disent c'est mochek, que c'est kotel, parce qu'on fait apparaître les lettres qui sont en dessous. Donc, dans le quotidien, comment est-ce qu'on peut amener le quotidien shabbatique, bien sûr? Comment est-ce qu'on peut être amené à effacer? Imaginez que vous ayez dans vos livres une petite trace comme ça, une petite trace. On avait dit la dernière fois que faire une petite trace comme ça, c'est kotel, parce que c'est un siman qui nous donne quelle page on est, quel endroit on a trouvé une faute. Le fait d'effacer une petite trace, c'est déjà effacé. Des fois, en grattant un peu dessus, des fois, s'en va, ceci est interdit. Un autre cas d'effacer. Il arrive parfois que sur vos livres, il y ait un petit peu de cire. Hein, il y a de la cire, tout simplement. Pourquoi il y a de la cire? Parce que à Motsai Shabbat, on a fait Abdallah, et puis un petit peu de cire qui est tombé sur la carte Amazon. Ça vous gêne, la cire elle est un peu sombre, un peu épaisse. Donc, vous grattez la cire pour lire les écritures qui sont en dessous. C'est mochek, c'est interdit. Oui. Donc, enlever de la cire qui recouvre une écriture, c'est interdit. Autre chose qui peut nous amener à être mochek, il arrive assez souvent qu'il y ait une saleté qui se colle sur les pages d'un livre. Combien de fois vous avez des birkat Amazon pas très propres et quelquefois vous avez du mal à ouvrir les pages de votre birkat Amazon, dans le birkon, parce qu'il y a un morceau de viande, de gâteau qui reste et qui a collé les feuilles. Décoller les feuilles, ce n'est pas interdit. Vous savez très bien que si vous le faites un peu brutalement, très fréquemment, cette espèce de matière qui a collé les feuilles entre elles s'arrache, et en s'arrachant, elle arrache une lettre. Arracher une lettre, c'est mochek. Oui. Donc, être très, très, très attentif quand vous avez un birkat Amazon un peu collé comme ça, vraiment d'ouvrir très, très, très délicatement, faisant extrêmement attention que l'élément qui a été médabec, qui a collé les deux feuilles, n'arrache pas une lettre. Autre cas de mochek, ça vraiment c'est très, très, très fréquent. Vous savez très bien que lorsque vous enlevez le bouchon d'une bouteille, sur le bouchon, il y a souvent une espèce de petit matière, souvent c'est de l'aluminium. Sur l'aluminium, c'est marqué le nom du producteur, enfin, c'est marqué kasher. Quand on enlève un peu brutalement, vous avez les lettres qui se cassent, qui se déchirent. Ça s'appelle mochek. Parfois, c'est d'ailleurs pas une bonne idée, le producteur de vin qui a la bonne idée de vous mettre un gros cas sur le bouchon en liège. Donc, quand vous ouvrez vous enlevez le bouchon de la bouteille de vin, il se trouve que vous êtes obligé d'effacer un peu la lettre. C'est un vrai problème. Hein, c'est pas facile. Je sais que quelquefois, quand on n'a pas le choix, on arrive à enlever le bouchon, mais sans toucher la lettre. Mais alors, il faut vraiment faire un trou dans la partie du bouchon qui est collée au verre, à la zéchouchit. Ce qui fait qu'on arrive à faire un trou et extirper le bouchon sans toucher l'écriture. Mais c'est pas malin de faire une écriture comme ça au-dessus. Toujours éviter, hein, faites très attention. Parfois, vous avez de la cellophane qui entoure un gâteau.
Et sur la cellophane, il y a des écritures. Donc, bien faire attention de déchirer la cellophane. On a le droit de la déchirer quand on veut la jeter. Hein. Vous avez comme ça de la cellophane qui entoure un gâteau. Donc, vous avez le droit de la déchirer, d'enlever. Mais faites attention de ne pas, en déchirant ce papier-là, être amené à déchirer des lettres. Ça s'appelle mochek. Certes, ce n'est pas sur Minatora, parce que c'est derrière qu'il coule, c'est pour être jeté. Ce n'est pas une mechika, ce n'est pas une. Ce n'est pas effacé dans un but positif, parce que Minatora, si on revient un petit peu aux définitions, c'est effacer un espace sur du cuir ou sur du papier sur lequel on veut réécrire deux lettres. Écrire deux lettres, ça sauve Mishum Kotev, à cause de Kotev. Et effacer un espace dans lequel on va écrire deux lettres moyennes, de taille moyenne, aussi c'est assaut Minatora parce que c'est positif, c'est effacé dans un but positif, à savoir hein, de réécrire par-dessus. En l'occurrence, quand vous déchirez un papier, ce n'est pas le cas. Malgré tout, ça s'ouvre au moment des rabbins. Ils ne veulent pas qu'on déchire, même que c'est dans un but éminemment mécalquel pour abîmer, comme c'est interdit. À cause de ça, beaucoup de poskim m'interdisent de s'essuyer avec un papier journal, par exemple. Bon, de nos jours, au Hachem, le temps a passé, mais ceux qui ont un certain âge doivent se rappeler qu'il fut un temps où, pour s'essuyer, enfin, pour des raisons hygiéniques, on utilisait du papier journal qu'on coupait. Et bien, quand on utilise le papier journal, il est clair que les lettres s'effacent un petit peu, ça dilaient. Donc, beaucoup de poskim m'interdisent cette chose-là. De nos jours, n'est pas la bonne idée de prendre un papier journal et vous essuyer les mains, alors qu'il y a des écritures sur le papier journal. C'est sûr qu'il y a des lettres qui vont s'effacer, donc c'est interdit. Autre cas où on peut être amené aussi à effacer, il arrive fréquemment que sur les œufs blancs, on a des œufs blancs souvent, il y a des écritures qui vous donnent un numéro souvent, pour vous dire l'origine de l'œuf et la taille parfois. Faites attention lorsque vous cassez la coquille de l'œuf, de ne pas casser la coquille sur l'endroit où il y a l'écriture. Cassez-le à côté. Parce que sinon, c'est assimilé au problème de Morek. Vous voyez, des petites mlachas comme ça, dans le quotidien, c'est vrai, celui qui a l'habitude, il fait toujours attention, mais il faut faire attention. Sinon, on peut très souvent être amené à ne pas faire attention, à effacer. Maintenant, on va arriver à une chéla que tout le monde a, c'est les gâteaux. Sur les gâteaux, il y a des écritures. C'est permis ou c'est pas permis de rompre le gâteau, couper le gâteau? Alors, il y a une grande arichoute sur cela. Je vous dis tout de suite, je crois qu'un d'entre vous m'a posé la dernière fois la question. Lorsque vous avez un gâteau ou un pain qui a une forme de lettre, il n'y a aucune interdiction de briser, de couper ce pain. Ça ne s'appelle pas effacer parce que c'est tout le pain qui a cette forme. Donc, je coupe le pain, bon, j'ai un L, j'ai un lamed qui est fait comme ça dans le pain. Bon, ça ne s'appelle pas effacer. C'est la forme du pain. Et pour manger le pain, il faut le couper, donc je le coupe. Par contre, lorsqu'il y a des écritures sur un gâteau, alors on va partir d'abord le cas le plus chamour. Gâteau d'anniversaire, on écrit dessus Yom Houledet, etc., de Sarah, de Youssef, etc., on écrit. Et précisément avec de la crème chantilly, par exemple. J'ai dit tout à l'heure, pas de crème chantilly avec des petites bombes, là, attention. La crème chantilly qui est déjà prête, par exemple, avant Shabbat, donc c'est marqué des écritures, bon anniversaire, etc., avec nos voeux, etc. Eh bien, couper ces lettres, ce n'est pas permis. Là, les lettres sont indépendantes du gâteau. Vous avez une couche de gâteau, une couche de chocolat, par exemple, par-dessus, et sur le chocolat, on a écrit des lettres, bon anniversaire. Les lettres sont indépendantes. La crème est indépendante de la base, du support. Donc, c'est interdit. C'est mis des rabanan, bien sûr, parce que ce n'est pas une écriture qui est mise caillemette, qui est faite pour rester longtemps là-bas. Mais les chachamim ont interdit de d'effacer ce chose. Donc, c'est bien, bien embêtant. Cependant, si dans une fête, vous avez l'intention de faire un tel gâteau avec la crème qui écrive une phrase, un passouk, ou bien qui fait une forme, qu'il faut une forme de la personne, une forme caricaturale de la personne dont on fête l'anniversaire, vous avez le droit de couper le gâteau avant Shabbat, de reconstituer donc la phrase
Et ensuite, pendant Shabbat, séparer les morceaux. Ça, c'est permis. Vous n'avez rien coupé, c'est coupé déjà avant. Même qu'on les a remis les uns à côté des autres, ça revient, si vous vous rappelez, à ce qu'on a vu dans Kotev, au lien du Scrabble. J'avais dit que dans la mesure où déjà toute l'écriture est faite, tout est écrit, je n'ai fait maintenant que les séparer et les rapprocher, je rapproche des écritures. C'est permis, tout est fait déjà, je ne fais que rapprocher. Massé kal chez le kirouv, les mots du Hadmon. Massé kal, un acte facile de kirouv, de rapprocher les éléments des uns des autres. Pareil pour le gâteau, vous pouvez séparer. C'est un massé kal de richouk, d'éloigner les éléments. Mais ils sont déjà, j'efface rien pour l'instant, je ne fais que éloigner les éléments des uns des autres, ça, c'est pas interdit. Donc, si vous avez coupé avant, c'est motard. Ça peut servir. Si vraiment vous avez un beau gâteau comme ça, avec le nom de la personne de qui on fait l'anniversaire, bon, vous coupez avant Shabbat et vous reconstituez les lettres. Après, hop, à Shabbat, chacun prend sa part de gâteau. On arrive maintenant à un cas qui est une grosse marloquette. Certainement, vous avez entendu cette chose-là. Grosse marloquette dans la poskim. Lorsque vous avez des gâteaux, pas de la sorte que je viens de décrire, à savoir un support et dessus des écritures, l'écriture n'est pas incrustée dans le gâteau. Soit incrustée, soit bolette. Soit chakouk. Incrustée, ça veut dire dans le gâteau, vous avez un creux et les creux forment une lettre, ou bien l'inverse. C'est des bosses qui font les lettres. Ça sort du gâteau, on a fait un tfous, on a fait une forme, et puis le tfous fait qu'il y a des écritures qui sortent du gâteau. Dans la mesure où les écritures ne sont pas indépendantes du gâteau, ce n'est pas vraiment effacer et écrire. Parce qu'elles font partie intégrante du gâteau. C'est plus calme. Alors, je vous donne le psak. Le psak, c'est une grande marque locale de poskim. Le Mishnah Bora permet. Donc, les gâteaux, c'est marqué dessus, osem, lu, tout ça, donc, des écritures qui sont incrustées dans le gâteau. Le Mishnah Bora permet de les casser et de les manger. Il dit que ce n'est pas d'écriture, c'est incrusté, c'est bon, c'est des grands poskim avant vendu, bien sûr, le Nabi Yehuda et tout. Ça, le Admorazaken, il tient comme les Mahmirim. Il dit non, sauf sauf, sur ce gâteau, il y a une écriture. C'est vrai qu'elle est incrustée, c'est pas un élément, c'est pas comme de l'encre sur du papier, deux éléments distincts. C'est dans le gâteau même qu'on a incrusté une écriture, certes, mais sauf, finalement, c'est une écriture. Otiot HaChakika, on dit en chassidut. C'est des lettres comme nos Sefer Torah qui sont dans la pierre. Donc, Adonai Arnaken, il t'interdit de casser les gâteaux. Par contre, il dit, bon, Yesh Makom laquelle dans le mordre la lettre, c'est-à-dire c'est de manière tout à fait qu'elle a chariad, etc. En mangeant, ça m'a assez de manger, ça il n'interdit pas. Donc ça veut dire que c'est pas, même dans les Keilot Rabbad, c'est pas interdit de présenter des gâteaux avec des écritures incrustées, pas interdit. Bon, vous allez faire montrer tout le monde, bon, non, parce que il y a un terme, je ne dis pas, il faut que les gens connaissent la halakha, ne pas couper comme ça avec les mains, mais croquer dessus, on peut être méquille. Voilà. Ça, c'est donc, c'est très fréquent, hein, c'est tous les Shabbats qu'on est confronté à ce genre de choses. Je passe à un autre cas. Imaginez que vous ayez une tache sur la main. Alors, les postes rapportent, et que je reviens un peu à ce que j'ai dit précédemment, et vous êtes amené à prendre un papier pour effacer la tache. La tache, vraiment, le bout des ranges, c'était de l'encre qui était sur le bout de doigt. Il faut faire attention que le papier que vous utilisez pour enlever cette tache ne porte pas en elle des écritures ou des théorèmes, des dessins. Parce que ces dessins, cette écriture vont s'effacer. Par contre, ce qui est intéressant, c'est un chidouche que je vous dis. Après beaucoup de discussions, sachez que si une personne a de l'encre sur la main, ou bien des saletés sur la main, il y a certains fruits, les artichauts par exemple, quand on épluche artichauts, au bout de quelques épluchages, on a les mains noires. C'est parfois difficile à enlever. Il n'est pas interdit le Shabbat d'enlever ces écritures. Cela veut dire, c'est intéressant, ça va intéresser les dames, il n'est pas interdit à une femme de se démaquiller Shabbat. Attention. Il est clair qu'il y a un certain nombre de Issourim, prendre
prendre un coton, on n'a pas le droit de déchirer le morceau de coton à cause de Coréen, on a déjà vu ça. On n'a pas le droit de tremper le coton dans l'acétone, le produit qui va enlever le maquillage, ça non, à cause de srita. Mais si on fait attention, on va prendre l'acétone, ou je ne sais, l'acétone c'est pour le vernis à ongles. Une femme par exemple qui a oublié d'enlever son vernis le vendredi soir, elle aurait le droit de prendre de l'acétone, de mettre sur les ongles, bien sûr de l'acétone qui a été réservé à cela, qui n'est pas mouxé. En général, il y a comme ça de l'acétone qui est réservé pour cela, pour enlever le vernis. Donc, elle aurait le droit d'enlever le vernis de ses ongles pour aller au mikvé, pour pas que le vernis soit chotset, passe écran entre l'eau et la main. Vous voyez? Donc, démaquiller, enlever, passer de l'eau sur le visage, tant qu'on ne fait pas srita, tant qu'on ne fait pas un autre issour, le fait d'enlever les couleurs de soi-même, ce n'est pas interdit. C'est bien de savoir ces choses-là, qu'on a le droit de le faire. Et pour les hommes, quelquefois avoir beaucoup d'encre dans les mains, ça peut être un problème de khatitsa. Si on est makpid, une personne qui est makpid, qui n'aime pas sortir dans la rue avec des mains pleines d'encre, je ne parle pas, comme dit la Gemara, d'un peintre qui a toujours de la peinture ou d'un sophère qui a toujours de l'encre. Non, c'est un madémitain. On est dérangé. Je n'aime pas avoir les mains toutes sales, les ongles avec de l'encre sur les ongles, ça me dérange. Donc je suis makpid, ça peut être problème pour faire un étiette à d'aïm. Sachez que j'ai le droit donc de prendre quelque chose, ou même passer sous l'eau par exemple, et frotter jusqu'à ce que ceci s'enlève. C'est quand même une bonne étape. Voilà donc, très brièvement, je vous donne une succession de petites halachot qui concernent le fait d'être mochek. Donc, faisons attention. À cause de cette melacha de mochek et celle de kotev, elles sont très liées, écrire. Nos sages, les chazal, chachamim ou zichronam livracha, ont décrété un certain nombre de barrières, de agdarot. Je vais vous en rappeler quelques-unes qu'on a vues il y a, je crois que ça fait 2 fois 15 jours, donc ça fait déjà un mois, on ne se rend pas compte à quel point le temps passe vite. Je vous rappelle quelques xérot razal, par exemple. Rappelez-vous qu'on avait dit que de peur qu'on soit amené à écrire, il est interdit de faire un kinyan Shabbat, à écrire quelque chose. Si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un Shabbat, il ne faut pas le faire Shabbat. Si vous voulez absolument lui donner Shabbat, dis voilà, je ne te le donne pas, je te le prête, et tu en feras l'acquisition après Shabbat. Je ne parle pas pour le mitzvah. Pour le mitzvah, on a le droit. Par exemple, donner l'herbe minime, on a le droit. Quand vous invitez quelqu'un chez vous, vous donnez à manger, vous donnez du pain, des fruits, vous lui donnez quelque chose. C'est un kinyan, ça. C'est les sortes mitzvah. Manger Shabbat, c'est mitzvah, donc c'est permis. Mais si vous voulez faire un autre cadeau, des messieurs à vos épouses, allez, cassez votre tirelire, un petit brillant à votre femme, ça lui fera très plaisir, surtout dans ces périodes. Bon, vous allez me demander si on a le droit de faire des cadeaux de brillants pendant 3 personnes, pendant 3 semaines, c'est une autre question. En tout cas, imaginons que vous vouliez faire un cadeau, il ne faut pas l'offrir Shabbat. Ou alors, ce que vous pouvez faire, comme j'ai eu l'occasion d'expliquer, vous lui faites acquérir avant Shabbat par un shlish, par un intermédiaire. On a un ami, tu dis voilà, je te donne du brillant, tu vas le lever, bien haut, 3 tfachim, et tu es le chaliard de mon épouse, et donc la bague lui appartient. Voilà. Donc faire un kinyan, c'est interdit. Autre chose qui est interdit à faire, une agrala, faire un goral. On n'a pas, rappelez-vous, ne fais pas un goral pendant Shabbat. De peur, quand on fait un goral, on écrit les noms, les chiffres et tout, donc on craint qu'on soit amené à écrire. C'est une chazara que je fais. Parce que je veux arriver au xérot à cause de Mochek. Maintenant, je parle chazara, révision sur les xérot que nos sages ont faites de peur qu'on soit amené à écrire. Ensuite, on va de peur qu'on soit amené à effacer. On avait dit que peser, c'est interdit. Sauf Medida Shel Mitzvah. Si vous pesez pour une mitzvah, par exemple, vous pesez la farine qu'il faut donner au bébé. Donner à manger au bébé, c'est une mitzvah. Donc, s'il faut lui peser de certaines quantités, on a le droit. Bien sûr, sur une balance mécanique. On a le droit de peser les kazetim à Pessah. On a le droit, c'est mitzvah. On veut savoir exactement combien c'est un kazaït, un révit. On a le droit de mesurer pour une mitzvah. Sinon, c'est interdit. Je vous avais même dit qu'on a le droit de prendre la température pendant Shabbat, si quelqu'un qui a de la fièvre. Bien sûr, avec des thermomètres à l'ancienne, au mercure, pas avec des thermomètres électriques. À mercure, on a le droit. Mesurer parce que c'est mitzvah. Et je finis donc la chazara sur Kotev et les xérotes de Kotev. Nous avons dit que, si vous vous rappelez, que les chachamim ont interdit de prendre un srach Shabbat. Srach Shabbat. Quelqu'un qui travaille Shabbat, bien sûr, travaille en faisant des mélachot, en faisant des actes permis. Babysitting, faire la vaisselle.
Voilà, vous avez des petites jeunes filles, vous faites un peu de sous, allez, fais-moi le ménage, fais-moi la vaisselle. Mais de manière permise, bien sûr. Vous la payez. Ça s'appelle Srar Shabbat. Un Srar, une rémunération pour un travail shabbatique. Si cette rémunération, c'est pour un travail qui est fait uniquement Shabbat, c'est interdit. Qui est permis, pourquoi? Vous comprenez tous pourquoi. Non pas que Shabbat nous donne un profit, Shabbat, c'est Shabbat Menucha. Quand même, ils ont laissé une ouverture, nos sages, ils ont dit, si on fait Srar Shabbat be'avla'a, c'est moutar. Si vous incluez ce travail de shabbatique, par exemple la babysitter, elle fait 2 heures Shabbat, elle vous fait 1 heure vendredi, 1 heure dimanche. Alors, vous faites un prix de gros et vous incluez les heures de Shabbat. Ça veut dire qu'elle n'est pas payée exclusivement pour Shabbat. Ça, c'est moutar. Quelquefois, on peut augmenter ses heures de Shabbat parce qu'elle vient un peu plus tôt le vendredi soir, elle reste un peu plus tard à Motsai Shabbat. Vous voyez? Mais il ne faut jamais dire, voilà, tu as travaillé 3 heures, je te paye 3 heures. Pour tout le travail général que tu as fait, un peu en semaine, un peu Shabbat, ça c'est permis. Par contre, si vous avez une femme de ménage non juive, il n'est pas interdit de la payer à l'heure. Bien sûr, pas Shabbat, pas la payer Shabbat, d'accord. Mais si vous vient 3 heures dans son Reshbon, elle vous dit, voilà, je viens tous les Shabbats, je fais 3 heures de ménage Shabbat, vous pouvez lui payer que les 3 heures de ménage de Shabbat. Le Sar Shabbat, c'est interdit pour un juif seulement, ou une juive, mais pas pour un goy. Sachez-le. Donc, vous avez parfaitement le droit d'avoir, imaginons dans une choule qui ne fonctionne que Shabbat, en semaine, elle ne fonctionne pas. Bon, ce serait bien dommage, mais ça existe. Eh bien, la femme de ménage qui viendrait pour faire le ménage pendant Shabbat, eh bien, elle peut être rémunérée pour ses heures shabbatiques. Voilà. Donc, un bref résumé sur cela. Je vous ajoute quelques halakhot sur les conséquences de Mochek, et puis je vais écouter vos questions. On va voir si on va élargir un peu le débat. Les Harim ont fait d'autres xérotes aussi, de peur qu'on soit amené à écrire et effacer. Alors là, ça va être très dur. Lire les prix affichés sur un article à vendre dans une vitrine ou ailleurs. Marcher dans la rue, par curiosité, vous voyez des vitrines, des fois on marche, c'est rue passante, et puis il y a une femme, elle voit une jolie robe, oh là là, combien elle vaut? Elle vaut 250 €. Voir le prix, c'est interdit. Très très dur. Très très dur. Mieux que ça, vous avez des affiches sur le mur. La dernière voiture, un dernier modèle, un super prix, elle est, au lieu de 15 000 €, elle est à 10 000 €. On a enlevé 30%. Vous n'avez pas le droit de dire ces affiches sur le mur. Lire des écritures sur un mur dans la rue, je sais que c'est très dur, hein, mais je vous le dis quand même. Hein. Alors, en disant de tête à la phrase, je me dis que Shem chez Mitzvah, les Hagid Avar Nishma, de même c'est Mitzvah d'aider des choses sur lesquelles on pense qu'elles vont être écoutées. Mitzvah, Shelo, les Hagid Avar Nishma, c'est une Mitzvah de rien dire quand tu penses qu'elles vont pas être écoutées. Bon, mais je vous mets toutes et toutes dans Cheskat Kashrut, hein, de présomption de Kashrut. Donc c'est sûr et certain que malgré la difficulté, on va faire cet effort de ne pas dire, ça passer devant les vitrines et regarder les prix, etc. J'élargis le débat. Vous avez une bonne revue. Allez, vous disiez Kfar Chabad, par exemple. Une revue comme Kuntres et tout, il y a de très très bons articles dedans. Et dedans, il y a souvent des publicités. Il faut quand même faire entrer un peu de tout. Ces revues coûtent cher, il faut les diffuser à un très grand nombre, et donc ça coûte. On met des publicités. Pendant Shabbat, il ne faut pas lire les publicités. Ça aussi, c'est très dur. Il y a beaucoup de gens qui Shabbat, dans ces publicités, voilà, il y a une maison à vendre à Yerushalayim, une maison à vendre avec Shemesh, il y a plein de publicités dans ce genre de journaux, surtout en Eretz. Les gens sont intéressés, on est en Chutz Alaretz, on a tous envie d'avoir une maison en Eretz Israël. Donc on a tous envie de voir combien ça coûte, est-ce que les prix montent, baissent. On ne lit pas les pubs. Pub assaut. Je suis dur hein, aujourd'hui, mais bon, je suis quand même obligé de le dire. Je vais aller plus loin. Ça, c'est pas facile aussi. Parfois, on a des lettres à la maison. Je ne parle pas des lettres. Je ne parle pas des lettres qui sont des factures. Des factures et tout. Bon, on a beaucoup de factures à payer. L'électricité, le gaz, toutes sortes de choses. Donc, ça, c'est des contrats, des pubs pour des achats, des factures. Hein, c'est factures. C'est Mouxé. On ne paye pas Shabbat, on ne fait pas de business Shabbat, donc c'est Mouxé.
mais, ils ont même interdit, les Chachamim ont même interdit comme une lettre. Une lettre, tout simplement une lettre. Vous avez une lettre. Arrêtez, j'ai un problème avec le. Voilà. Une lettre que vous connaissez déjà, vous connaissez le contenu. Je sais que les jeunes filles aiment beaucoup ça, quand elles s'ennuient un peu le Shabbat, c'était leurs amis. Et vous lisez les votre amis il y a 2 ans. Voilà, il y a 2 ans, j'étais à Yerushalayim, j'ai fait les Kvarim, j'ai fait le tour d'Israël, j'ai passé de très très bons moments. Eh bien, sachez qu'on ne peut pas lire les lettres. Rachamim m'ont mis ça dans une xéra C'est dur, hein, je sais que c'est dur, mais c'est pas marrant. Je vais vous dire ça à la faute, mais bon, il faut s'abstenir. Alors, si on reçoit une lettre d'un ami pendant Shabbat, c'est assez rare, mais ça peut arriver, dont on ne connaît pas le contenu, les poskim me disent on peut la lire parce que peut-être il y a un Dvar Torah dedans ou quelque chose de vraiment urgent dont on a besoin pour Shabbat, on ne sait pas. Là, on a le droit. Mais si on connaît le contenu, on sait que ça diverses choses qui n'ont pas d'impact, il n'y a pas un nafkamina maintenant, Shabbat, il ne faut pas les lire. C'est dur, mais c'est comme ça. Bon, maintenant, si vous avez une correspondance avec des amis avec beaucoup de divrei Torah et d'histoires chassidiques et tout, bon, ça devient du divrei Torah, c'est permis. Mais si ce ne sont pas des divrei Torah, c'est assaut. Bon. À cause de ça, précisément, ces publicités dont je vous parle, on a le problème des journaux. Ceux qui des journaux, en Amérique, à Jewish Press, en Israël, il y a toutes sortes de journaux avec des événements politiques d'Israël. Et souvent, au milieu à la fin, vous avez un petit commentaire sur la paracha. En France, on a ça aussi. Hein. On avait dit à un moment, on fait bien attention quand on lit ces journaux-là, hein, de se restreindre aux articles prodigieux, hein, on va dire qui nous apportent quelque chose, qui augmente la Yirat Shamayim, et surtout ce qui est publicité, c'est complètement exclu, on n'élit pas. Voilà donc un bref résumé hein, de une mlacha qui a l'air petite, mais qui a quand même des conséquences. Je vais maintenant écouter vos questions. Allez-y. Allez Gérard, est-ce qu'il y a des questions? Même sur les semaines passées, hein, tout le monde est invité à poser des questions. Pas de questions? Gérard? Vous m'entendez? Je crois qu'il est pris ailleurs, Gérard. Oui, il y a des questions là, peut-être? Il y a des questions? Bon, je vais réactiver les micros. Voilà, j'ai réactivé les micros. Celui qui veut poser une question, il peut y aller. Voilà, Madame Barkat, allez-y, parlez. Vous m'entendez, Rav Zarbi? Vous, je l'entends, mais Madame Barkat, je n'entends pas. Madame Barkat, vous avez Moi, posé j'ai une question. Allez-y, posez la question. Allez-y. Ah, j'ai une question, s'il vous plaît. Alors, quand vous avez parlé pour les gâteaux, est-ce que c'est la même chose si c'est des lettres ou des dessins? Est-ce que c'est la même halakha pour des lettres ou des dessins? Siorim, Ksiva et Siorim, c'est la même chose. Comme pour les scales et les puzzles, c'est la même chose. Donc, si vous avez un dessin, un petit bateau ou un siman quelconque, effectivement, vous avez le même problème. Donc, s'il est indépendant du support, c'est problématique. S'il est incrusté dedans, c'est la marloquette dont j'ai parlé, que Mishabura permet, Admor Zaken interdit. Ah, merci. Et j'ai une autre question. Par rapport aux publicités en Israël, il y a des magazines avec, ils présentent toutes sortes de choses, mais il n'y a pas les prix. Mais on aime bien les regarder parce que c'est des nouveautés, puis on apprend des fois qu'il y a des petits gammes pour les enfants qui ouvrent ou des choses intéressantes. Est-ce que ça aussi, c'est interdit de regarder sans les prix? J'ai bien compris. Il n'y a pas mais on est d'accord, des publicités qui sont faites pour inciter les gens à acheter. On parle de ça, n'est-ce pas? Oui. Donc, si c'est pour inciter, donc c'est le début du business, vous voyez. C'est pas seulement que l'écriture, c'est l'incitation.
On voit des Mifsa, quelquefois on voit Mifsa, maintenant, Encyclopédia talmudique, on ne vous dit pas le prix, mais on vous dit qu'il y a un super solde. C'est un super Mifsa. Maintenant, il y a l'Art Scroll. Ils font des publicités. L'Art Scroll fait une grosse publicité maintenant. Sans vous dire le prix, on vous dit, bon, il y a un certain pourcentage en moins. C'est sûr que c'est une incitation au business, donc c'est interdit de dire ça. Même si ça nous amuse, par exemple, je sais pas, ça nous fait plaisir de voir parce que des fois, c'est marrant, c'est Madame, amusant. quand vous promenez dans la rue, il y a des magasins et vous regardez les belles robes. Aussi, c'est une détente de faire des magasins, mais quand même, c'est interdit parce que c'est une incitation au business, vous voyez. Je sais bien que on fait ça. D'accord. Vous ne faites pas ça pour vous faites pas amuser. Précisément, c'est comme des factures. Quelqu'un me dit j'ai un plaisir à lire des factures. Ben, c'est comme des factures. Merci. Je vous en prie. Allez-y, d'autres questions? Allez-y, n'hésitez pas. J'ai ouvert le micro pour chacun. Ça veut dire qu'on peut activer son micro. Exact. Voilà. Jean-Marc veut poser une question. Vas-y, Jean-Marc. Merci, GG. Moi, c'était une question par rapport à la semaine dernière. Peut-être j'étais en retard. Je m'excuse de la reposer parce que j'étais en retard. J'ai toujours un problème au niveau du schéma Israël. Comme je prie, je sais lire, mais je prie doucement. Bon, enfin, je suis toujours un peu en retard dans la tefila. Et quand ils font Shema Israël, des fois, je suis en psyché des Imra. J'ai essayé de chercher partout, je n'ai pas trouvé. Est-ce que j'ai le droit de faire schéma? Vous avez non seulement le droit, mais vous avez le devoir. Ah. Pendant que vous êtes dans Hachré, vous faites schéma avec le public. Ouais. Ah, d'accord. Et on est d'accord que, comme il y a à la fin de la tefila, c'est bête comme question, parce que après Yotzer, pour la Gdusha, schéma aussi après Yotzer? Donc, vous êtes dans les… Non. Si maintenant, vous avez commencé ce qu'on appelle les Birkot Kratchma. Yotzer, oui. Vous avez déjà commencé les Birkot Kratchma et que vous êtes en retard, le Tibour fait, il faut, alors c'est marqué comme ça, il faut élever la voix pour faire comme si vous disiez avec le Tibour, mais vous n'avez pas le droit en plein milieu du Yotzer, Or, Shema Israël. Non, ça c'est une interruption. Ah, d'accord. Okay. Par contre, puisque vous posez ces questions, oui. De choses, là je vous invite, regardez si vous arrivez à la déchiffrer, à la fin du Sidour Chabad, vous avez… je vois à chaque fois, mais ce n'est pas des fois clair, c'est pour ça. Alors, je vous dis, quand vous êtes dans le Yotzer Or… Regardez, excusez-moi de vous interrompre, je viens pour Shabbat, comme on a été reconfiné un petit peu, enfin bon, on a pris autrement, j'ai pris un peu tard en minyan, et après, comme j'ai fini ma fila chez moi, et enfin, pour rentrer dans les tâches, j'étais en plein souké d'Israël. Donc après, au Shabbat, puis j'ai eu une envie de uriner, quoi, en 2 secondes. Et donc, j'ai fait Asher Yatsa, parce que j'ai vu, ça c'était clair dans le Sidour, oui. Au Hachem. Mais après, des fois, je n'arrive pas à savoir c'est quand oui, c'est quand non. Voilà, je suis là pour ce soir pour vous le dire. Et je vais donc vous faire une petite révision. S'il vous plaît. Il faut rentrer dans les détails. Mais les choses essentielles que vous avez le droit de dire pendant les Birkot Kratchma, pendant le Yotzer. Oui. Vous avez le droit de dire Kadosh, Akdusha. Oui, ça, pas Nagdishar, mais Kadosh, on sait. Voilà, les réponses. Kadosh, oui. Pas Nagdishar, mais Kadosh, et Imlor. Baruch Shem Kevod Imlor, ok. Voilà. Et vous avez le droit de dire aussi le Barechou. Après Yotzerov, vous dites… Il y en a qui avancent, ils sont un petit peu en avance. Et puis, ils sont en plein milieu du Kriyat Shema, ils entendent Barechou. Vous répondez Barechou. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les choses qui sont les plus grosses Kedushot. Et puis, le troisième, donc on a dit… Vous parlez quand je suis à Yotzeror, hein, après, pendant les… je peux faire Barechou aussi? Alors, oui, absolument. Vous répondez Barechou, vous répondez Kadosh Imloch, comme je veux dire, la Kedusha. D'accord, ok. Et vous répondez les 2 principaux Amen de Kaddish. Qui sont les 2. De la première partie. Pas les 5, non. La première partie a 5 Amenim. Il y a 2 Amenim. C'est lesquels? Amen Yeshim Rabba. Ça, c'est un. Et Damiran de Alma et Mohamed. Les 2.
Ah, donc pas les premiers. C'est le troisième et le cinquième. Non. Voilà, c'est C'est deux-là. le troisième et le cinquième. Après Yotzer, vous répondez. Rav et Zerbi, c'est bien le troisième et le cinquième. Donc, Kaddish. Oui, je crois que c'est le troisième et cinquième. Oui. Je crois Troisième et cinquième. Ouais, non, le Amen Yeshmera, bah oui, et le Amen qui suit Amen Yeshmera, bah, enfin un peu plus. Non, celui d'après. Pas celui qui suit. D'Amiran, d'Alma, Bimoamen. Ah, Léla Minkol Bichata. Du petit Kaddish. Léla Minkol Bichata, alors. Voilà. Vous avez compris? Donc, ça, c'est après Yotzer Or. Oui, depuis Yotzer jusqu'à la Amida. Vous répondez à ce que je viens de vous dire là. Ben, d'ailleurs, moi, j'avance toujours dans la tfila. Voilà. Je prends l'avance parce que je prie doucement. Et donc, je fais toujours ça, Barechou. Et le troisième et le cinquième, quand je dois faire Kaddish. Ah, mais par contre, je ne le fais pas au milieu du schéma. Moi, c'est le contraire. Pardon, je ne prends pas. Rav, excuse-moi, Gégé, excuse-moi, tu parlais, excuse-moi, vas-y. Je vous dis, au milieu du schéma, je crois que je ne dois pas le faire. Est-ce que dans le schéma, on peut répondre au Kaddish? Je dis depuis le Yotzer jusqu'à la Mida, oui, mais si vous êtes dans le pasouk du Kriyat Shema, Shema Israël, Hashem Elokeinu Asher Echad, c'est sûr que vous n'allez pas vous arrêter. C'est plus au couteau. Juste ces mots-là, quoi, c'est seulement. Mais entre les paragraphes. Entre les paragraphes. Vous dites Shema Israël, Hashem Elokeinu vite fait, après vous répondez Kadosh et Barechou, c'est vite fait, ça prend 3 secondes. Finissez le Kriyat Shema. C'est très très rare, ça tombe pile pendant pas le Kriyat Shema général, la phrase. Il faut s'arranger pour ne pas tomber. C'est le top, ça c'est sûr qu'on ne s'interrompt pas. Ouais, il faut s'arranger pour ne pas tomber dedans. Mais moi, mon problème, Rav, c'est pas comme GG. Moi, c'est que j'avance pas dans la tefila. Je suis souvent en retard parce que j'aime bien prier. C'est pour ça qu'il faut apprendre ça à la chod. Je suis 100% d'accord. Si vous voulez bien dire, peut-être je vous ferai un petit show de Chazara. En fait, ce sont dans la chod. Vous l'avez pas fait la semaine dernière, ça? Vous l'avez pas fait la semaine dernière ou il y a 2 semaines? Non, je crois pas. Excusez-moi, je pensais que vous l'aviez fait. C'est pour ça que je me rappelais plus. Ah, d'accord. Okay. Je sais peut-être que je l'ai fait, mais en tout cas non. Je sais que la semaine dernière j'ai fait les douches. La semaine d'avant j'ai fait Kotev. Donc, mais c'est possible qu'il y a 3 ou 4 semaines, c'est possible que je l'ai fait ça. Ah, parce que je me rappelle. Ok, d'accord. Ok, c'est bon. Autre question, allez-y, profitez-en. Il nous reste un peu de temps, profitez-en. Allez-y, vous n'êtes pas limité, Rav Zerbib, hein, parce que non, voilà. Il n'y a personne après vous sur votre plateforme. Juste, on est en France, il est 9h maintenant. À 9h30, j'ai quand même Mincha. Donc, je suis quand même limité un peu. Oui, non, vous partez quand vous voulez et vous restez autant que vous voulez. Voilà, c'est clair. Pas de problème. Allez, je vous écoute. Là, vous êtes parti. Ah non, voilà, vous êtes là. Et par contre, quand vous me voyez disparaître, c'est que j'ai des coups de fil que je coupe. J'ai des coups de fil. C'est normal. C'est les inconvénients du direct. On est dans le direct. Donc, voilà. Et Rav, une fois pour toutes, est-ce que vous pouvez statuer pour les crackers où c'est écrit dessus Shabbat? J'en ai parlé tout à l'heure. Vous n'avez pas suivi? Je suis arrivé en retard. Je suis arrivé du travail. Enfin, pour une fois que je travaille aujourd'hui. Je vous dis le psaque. D'après le Rov des Poskim, Mishnah Bura parmi eux, on a le droit de couper sans précaution, aucun problème, parce que c'est incrusté dans le gâteau. Ah bon? Non, je n'ai pas fini. Ah, pardon, ok, d'accord. Okay. Il dit d'après le Rov des Poskim, Mishnah Bura parmi eux. Ça veut dire que nous, Chabad, dans cette halakha, on n'est plus mahmir. À demande laquelle il dit comme ça, on n'a pas le droit de couper. De couper avec la main comme cela. Par contre, il dit on peut le mettre dans la bouche et craquer et croquer dedans. Ah, d'accord. Donc, je dit tout à l'heure, ce n'est pas interdit d'en mettre sur la table, mais il faut prévenir les gens qu'on ne peut pas les couper avec la main. Ah, d'accord. Il vaut mieux s'abstenir puisqu'il y a des discussions, mais. Oui, d'accord. Il y a une ouverture. Voilà. Ah, mais pour nous, c'est dans la bouche, craquer dans la bouche. Quoi, d'accord. Voilà. Pour nous, c'est très bien. Très bien. Allez-y, d'autres questions? Donc, en fin de compte, tout journaux, comme vous avez dit tout à l'heure, où il y a de la publicité, est prohibé, quoi, en 2 mots. Ah, je sais que c'est très dur. Hein. Moi, j'ai un gros etc. Non, moi, ça ne me dérange pas personnellement. Mais bon, il y a des livres en promotion. Ah, j'adore les livres. Mais d'accord, moi aussi, mais Rav, excuse-moi, Kfar Chabad, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, tu lis les articles sans lire les pubs, c'est tout. Ouais. Ah, d'accord.
on peut l'ouvrir quand même, c'est Oui, je veux dire. je n'ai pas dit non, de lire les publicités. Je me souviens, je ne sais pas si c'est une plaisanterie. Le Rabbi El-Pevner, Zichrono Libracha, quelqu'un avait demandé, il avait dit, quand tu vois une publicité avant Shabbat, tu l'agrafes, il ne faut pas la lire. Bon, c'est une plaisanterie, j'ai compris. Ouais, Mais ce qui ok. veut dire, il ne faut pas la lire, c'est tout. Ah, d'accord. Ah, d'accord, pas la lire. Oh, ça- ah, Oui, non, d'accord, ok. pas interdit, mais si vous avez un article, des fois, il y a des sirotes. Dans les journaux qu'on a ici, on a des fois des sirotes du Rabbi, et juste à côté de la sira, il y a la pub. On lit Mais la ouais, pub. même si rattache à voix, chez nous, il y a des pubs Alpérine, des trucs comme ça. Ouais. Ouais. Ah, d'accord, ok. Bon. Oui, alors une question là, Jean-Marc. Tu laisses la parole, peut-être je pense qu'il y a une ou deux questions. Allez-y. Ah non, ça y est, je laisse la parole, il n'y a pas de problème. Alors, on vous écoute. Je voulais savoir, On ne vous entend pas. Plus fort, Je madame. voulais savoir pour le schéma. On n'entend pas du tout, Madame Naori. Je voulais savoir pour le schéma. À l'heure, par exemple, il y a marqué l'heure à laquelle on a dépassé la lecture du schéma. C'est le premier paragraphe ou les 3 paragraphes? Parce que moi, c'est toujours moi qui dois réveiller mes garçons. Et je voulais savoir si je dois les obliger à faire le premier paragraphe ou tout. Écoutez, il faut faire le schéma Israël et au moins le premier paragraphe. Si on peut leur faire tout, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Mais le minimum, c'est le premier paragraphe et le Ve'avta et Hashem Elokecha, le premier paragraphe, plus le schéma lui-même. Ah, d'accord. Voilà. Et vous faites, madame, je vous dis, je vous félicite parce que souvent, les jeunes se lèvent tard et la Gemara est très sévère là-dessus. Elle dit, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose de négatif, il ne peut plus réparer. Faire chemin, ça mène une lumière divine, ça mène une lumière dans ce monde. Tu n'as pas appuyé sur le bouton, la lumière n'est pas venue, c'est perdu. Tu peux faire tchouva, oui, mais ok, on fait tchouva. Dieu nous pardonne, mais le manque à gagner, eh ben, il est là. Donc, faites très attention. Maman, je suis Kriyat, il faut insister, mettre ça dans le cœur de nos enfants et dans notre cœur à nous, hein, de l'importance de la chose. Rater chez Kriyat Shema, c'est comme si un jour on n'a pas mis les tefilines pour un homme, ou bien pour une femme, comme si un Shabbat elle n'a pas allumé les bougies. Elle va être angoissée longtemps. C'est une mitzvah, mamash, de Horaïta, hein. Il faut la faire, donc la faire à l'heure. Allez-y, autre question. Est-ce que je peux encore poser une question qui n'a pas de rapport avec le cours, mais je ne comprends pas trop dans la cache-route quand, par exemple, on prend des cornichons aigres. Des fois, mes enfants, ils prennent le cornichon avec une cuillère viande propre et après le déposent dans une assiette propre lait. Est-ce que ça fait un problème tout ça ou non? Pourquoi ça fait un problème? Même que c'est aigre. C'est neutre, c'est parvé. C'est parvé. Alors, comment ils arrivent quand ils prennent voilà, avec une cuillère viande propre, ils prennent du harif et ils le mettent dans une assiette lait. Est-ce que ça fait des problèmes ou non? Non, mais ça n'est pas le problème. Le problème que vous évoquez ici, je prends une fourchette, je pique un cornichon qui est aigre. Ok. En supposant que ma fourchette soit viande, donc elle va donner du goût de cornichon. Le problème peut commencer si vous mettez du cornichon avec du beurre. Mais si vous mangez le cornichon tout seul. Et je rebondis sur votre question. Le problème se pose. Quand est-ce que se pose le problème? Vous avez un citron. Ça, vraiment, c'est Tochacha Megoulak, je dis à tout le monde. Quelquefois, je vois un citron coupé. Je demande, il est viande ou lait? On me regarde avec des gros yeux. Quoi. Ça dit un citron viande et lait. C'est un citron. Je dis non. Le citron, si tu as coupé, le couteau est viande, le citron est viande. Non, il ne faut pas le manger avec une pizza au lait. Vice-versa. Oui. Tout le problème que vous évoquez du harif, c'est quand on veut passer du lait à la viande. Mais tant que vous restez ou bien parvé ou vous restez tout viande, vous pouvez piquer avec tous les couteaux que vous voulez, toutes les fourchettes,
les cornichons piquants ou les citrons piquants ou les piments piquants. Et tant que vous mangez du même côté, aucun problème. Oui, mais le passer, par exemple, ce que je ne comprends pas, c'est si je le touche avec une cuillère viande et je le mets dans une assiette lait, c'est un problème, ça? Là, vous précisez la question. Vous précisez la question. Alors, si, je préfère parler du cas du citron. Hein, c'est plus simple parce que le citron se couple avec ce qu'on appelle durka des sakina. Il y a le côté aiguisé du couteau, donc ça rentre dans le citron. On a coupé un citron avec un couteau de viande, on a posé une assiette de lait. Voilà votre question en fait. Oui, ouais, exactement, voilà. Voilà, j'ai bien compris. Alors, si vous l'avez fait, il n'y a pas de problème. C'est cachère. C'est cachère. C'est cachère parce que, sauf le problème qu'il y a dans ce citron, c'est qu'il a été bolé, il a avalé de la viande, et donc on n'a pas le droit d'avoir avec du lait. Mais dans un kéli de lait, il n'y a pas de problème. Si vous ne faites que le poser sur le kéli de lait, c'est sûr qu'il vaut mieux éviter de mélanger. Mais si ça vous arrive, c'est pas grave. Pas grave. Un jour, vous avez pris comme ça un citron coupé du côté viande, et vous avez fait avec une salade, de la salade verte, des tomates du côté lait, tant que ça reste neutre, tout ça, c'est caché, il n'y a pas de problème. Par exemple, pour les épices, on a des petites bouteilles avec des trous, et des fois, on verse l'épice dans un bouillon viande très, très chaud. Ça veut dire qu'il n'y a que la vapeur qui est en contact avec cette petite bouteille. Il faut faire attention, madame. Il faut faire attention. Alors, je vais vous dire, de manière générale, oui, c'est ce qu'on appelle Zéa Miltaï. Vous avez le bouillon de viande qui monte et qui va rendre vos épices viande. Donc, les solutions que vous avez, c'est ou bien de verser l'épice dans une assiette, dans une cuillère et de mettre dans votre bouillon, ou bien de verser les épices suffisamment haut par rapport à la casserole, de telle sorte que les vapeurs de votre bouillon qui montent au niveau des épices soient moins que Yad Soledelbo, ne sont pas brûlantes. Donc, elles n'auront pas le corps de faire descendre le goût de l'épice. Donc, ou bien vous prenez un ustensile, vous ne versez pas directement, ou bien, comme je vous dis, vous le versez d'une certaine hauteur, pour que la vapeur ne soit pas trop chaude. Mais même s'il y a un petit couvercle avec des trous, ça aussi, c'est pas bien, ça ne protège pas assez. Moi, je suis en train de parler, même s'il n'y a pas de couvercle, je suis en train de vous parler, madame. Même sans couvercle. Mais tiens, alors, quand il n'y a pas de couvercle, prenons un cas, du poivre sans couvercle. Vous mettez du poivre sur votre bouillon, ou bien vous prenez du poivre, vous ne versez pas directement de la poivrière, vous mettez dans une cuillère, ça c'est la meilleure solution. Sinon, vous versez d'une hauteur telle que le bouillon n'est pas yad soledebo, il n'est pas brûlant quand il touche votre poivre. D'accord. C'est clair? Et s'il y a le bouchon, il faut quand même faire attention. Malgré le bouchon, il faut faire attention. Une vapeur, elle peut rentrer. Si vraiment vous mettez la salière à côté de la buée va rentrer, c'est sûr. Vous allez voir votre sel qui est mouillé un peu. C'est sûr. Je peux poser une question, Rav? Oui, allez-y, je suis à votre disposition. Rapidement, c'est une confirmation, mais peut-être vous en avez parlé plusieurs fois. Quand on fait des pâtes au fromage chez moi, j'ai l'habitude, parce que j'ai appris comme ça, mais je veux une confirmation de votre part, comme ça je suis tranquille. Je fais cuire les pâtes jusqu'à qu'ils soient mangeables dans une marmite bassari, mais qui n'a pas servi depuis, en général, 48 heures minimum, 20 propre, quoi, bien évidemment. Je verse le tout dans un égouttoir, une passoire qui est aussi parvée pour ça, mais bon, disons parvée. Je remets le tout dans une marmite khalavi, où je mets le gratin, tout ce qui est le khalavi, quoi. Donc, est-ce que c'est permis? Et bien évidemment, de les mettre sur la gazinière classique, quoi. Je vais vous répondre. Mais il faut vraiment bien noter. C'est tout en nuance. Il faut une loupe pour comprendre. C'est ce qu'on appelle la sugia de Nat Barnat, ce que vous demandez. Notentam bar notentam. Oui. A priori, sauf dans des cas exceptionnels comme Erev Shabbat, par exemple. S'ils ont Erev Shabbat, il n'y a pas le temps, on est pressé. Et pour faire cuire vos pâtes pour Shabbat, vous êtes obligé, vous n'avez qu'une seule grande casserole de lait. Viande, vous n'avez pas. Donc, il faut cuire les pâtes du côté lait avec une marmite de lait. Mais il n'y a pas de choix. Vous avez 20 invités, il faut cuire les pâtes, il n'y a pas de casserole viande. Imaginons un cas comme ça. Là, vous avez le droit de cuire vos pâtes dans la marmite de lait. Et ensuite,
versez tout ça du côté viande et mangez avec de la viande. Si la casserole de lait en question, elle n'est pas batioma, plus de 24 heures. Là, c'est ce qu'on appelle l'echatechila. A priori, je peux le faire. Cuire les pâtes avec l'intention de manger avec de la viande. Quand l'ustensile, attention, faites très attention à ce que je dis. Hein. Il faut, non seulement c'est nat barnat, ce que j'appelle nat barnat, c'est d'abord cuit du côté lait dans un ustensile de lait eno benyomo, ça fait 4 heures qu'on l'a utilisé. Et en plus, on est Erev Shabbat. C'est des cas exceptionnels ou bien vous avez des invités, il n'y a aucun choix. Mais sinon, dans les cas habituels, vous avez décidé de faire un gratin. Et les khatrila, vous prenez vos pâtes, vous les cuisez du côté viande, c'est pas bien, il ne faut pas faire ça, les khatrila. Mais c'est quoi du côté viande, Rav? Je n'ai pas compris. Dans une marmite de viande. Non, Chazvé Shalom, pas ça. Mais c'est ce que vous me demandez. Je fais cuire juste les pâtes. Donc, par khatrila dans une marmite de viande. Pas de ça. Quand je dis du côté viande, ça veut dire une marmite de viande. Une marmite bassarite. Mais les pâtes sans mettre de fromage encore, mais évidemment. Je parle de ça. Je parle de ça. Vous parlez de ça, d'accord, excusez-moi, d'accord. Je dis la chose suivante. Si vous avez cuit les pâtes du côté viande, oui. Pas avec l'intention a priori de faire un gratin. Vous avez cuit comme ça, ils en est resté. J'ai fait un kilo de pâtes pour manger midi, le dimanche midi, il en est resté un demi-kilo. Ok. Vous voulez faire un gratin. C'est dans ce cas-là que je peux me permettre. Parce que, a priori, quand vous avez fait cuire les pâtes, ce n'est pas pour faire le gratin. C'est pour manger du côté viande. Ah, d'accord. Mais maintenant, si c'est. En finesse. Oui. Et seulement, si vous avez un restant de pâte, un restant de salade qui a été cuit du côté viande, vous allez me dire, je ne sais pas quoi faire avec ça, dommage, ça m'embête, je ne sais pas quoi faire ces pâtes, il me reste 1 kilo de pâtes. Je sais que les enfants, ils aiment bien le gratin, je veux leur faire du côté. Ça, vous avez le droit. Mais dire qu'après, vous allez faire, a priori, vous allez prendre 2 kilos de pâtes, vous allez les cuire avec une marmite de viande pour faire un gratin, a priori, comme ça, il ne faut pas. Vous voyez? Ah là là! C'est interdit. Vous avez bien compris la nuance. Oui, c'est-à-dire que les khatrila, si la kavana elle est de faire un gratin de pâtes, je ne prends pas la marmite de viande pour faire cuire même du parvé et faire le transfert, comme je vous ai dit. Voilà. Et si les khatrila, il me reste un petit peu, tout ça, que ce n'était pas la kavana de faire ça, oui. Voilà. Mais donc, hier, ce qu'on a fait à la maison, c'est assourd alors. Non, parce que pourquoi vous avez l'intention au moment où vous avez fait les pâtes? Oui, non, à chaque fois on fait ça parce qu'on nous a dit que c'était permis à quelqu'un d'Alakha, quoi. Oui, mais pourquoi vous avez fait cuire du côté dans une marmite de viande? Parce que je ne sais pas pourquoi elle fait ça, ma femme, mais disons qu'elle fait cuire dans une marmite les khatrila bassari. Parce que j'ai pas une marmite khalavi grande, c'est tout. Parce qu'elle n'a pas une marmite grande khalavi, elle me dit. Mais c'est bizarre, non, c'est bizarre ce que vous... C'est bizarre, s'il contient les pâtes après, donc elle peut contenir les pâtes avant. Oui, je comprends, mais pourquoi, j'arrive pas à comprendre pourquoi... Non, je ne parlais pas à vous, Rav, je parlais à ma femme. Pourquoi elle a le réflexe de faire cuire des pâtes du côté viande, du côté marmite. Dans une marmite de viande, oui. Lorsqu'elle a l'intention de faire un gratin. Expliquez-moi pourquoi. Ah oui, alors pourquoi? Moi, je crois que votre femme, c'est des pâtes qu'elle avait l'intention de faire du côté viande, c'est-à-dire dans la vaisselle. Non, c'était vraiment c'était vraiment cuire des pâtes à l'eau parvé. Les khatrila, on aurait pu mettre de la viande dedans aussi, mais on le fait, je ne sais pas, elle fait ça comme... Alors, ça serait quoi permis? Oui, dans une marmite khalavi sur le gaz même. Il n'y a pas de problème sur le gaz, on est d'accord par contre. Oui, non, ça ne change pas ça. On peut mettre de khalavi, bassari, ce n'est pas le problème. Oui, c'est pas le problème. Mais en même temps, mais bon. Les khatrila, pas les khatrila. Vous avez bien compris la nuance? Très bien, très bien. Donc, en fin de compte, faire cuire les pâtes, qu'on veut faire un gratin, quoi qu'il arrive, on ne veut pas faire de la viande, on fait du gratin, dans une marmite khalavi, faire la transvaille dans la passoire pour que ça s'égoutte et de la remettre dans la même marmite khalavi et mettre du gratin après. Comme ça, c'est permis par contre. Oui, ça oui. C'est permis. Alors, la question maintenant qui se pose, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai fait hier? Vous l'avez mangé? Non, manger, oui, mais avec les marmites. Non, il n'y a aucun problème au niveau des marmites. Il n'y a aucun problème. Je ne change pas, je ne fais pas un gala, je ne fais rien. Au niveau des marmites, aucun problème. Donc, juste... à partir de maintenant, si ce n'est pas un reste, qu'on a des pâtes, tout ça, on ne fait pas. Exactement. On fait tout dans la même marmite. Sauf, je ne veux pas sortir avec un manque. Le début quand vous avez commencé à me poser cette question, sauf dans le cas où on est Erev Shabbat, un Kashat Adachak. Oui, mais là, bon, je ne pense pas que ça va nous arriver un Shabbat de faire du Khalavi, mais bon, ok, d'accord. Sauf s'il y a un Shabbat Adachak, quoi.
il vous manque une marmite. Par exemple, il vous manque une marmite. Ah, il vous manque une marmite, Khazak, oui, oui, oui. Ça peut arriver des fois. Alors, on prend du côté lait pour. Ça peut arriver quelquefois. Alors là, plus mais seulement s'il y a 24 heures de non-utilisation. Tous les 24 heures, absolument, tous les 24 heures. Et là, on pourra éventuellement prendre une marmite khalavi et mettre du bassari dedans. Parvé, bassari, parfait. Pardon? Du bassari parvé. Des pâtes, pas du bassar. Ah, oui, enfin. D'accord. Du parvé dans cette marmite khalavi. Vous n'allez pas mettre de la viande dans le truc. Non, mais c'est ça que je ne comprenais pas. Oui, Khazak. Voilà. Bien sûr. Voilà. Encore Mais une ma femme question demande est-ce qu'il y a eu un issour, Rav? Est-ce que. Il y a eu un issour. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, c'est sur les khatrila, c'est pas très grave, je vous rassure, c'est pas très grave. C'est juste les khatrila. Que Bediavad, je vous dis, on a le droit de le faire. Donc, Bediavad, si on l'a fait, ou Pishatadachak, c'est permis. Donc, c'est pas très grave. Mais comment ça se fait qu'on m'a toujours dit. Enfin, bon, bref, je ne me suis pas écouté, je ne sais pas. Ok, d'accord. Bon, bref. Maintenant, on sait maintenant. Merci. Je vous ai dit à la une autre... de la dite, et c'est clair. Merci beaucoup, Rav. Merci beaucoup. Je vous en prie. Une Une question? Une autre question, s'il vous plaît. Oui, une autre question, et c'est fini. Quand je fais un gâteau parvé, j'ai un four parvé, je fais un gâteau au chocolat. Alors, le chocolat, je le fais fondre dans une casserole viande. Et après, je le mets dans mon four parvé. Le four, il reste bien parvé. Oui, sans problème. Et on peut manger ce gâteau avec du lait? Non, si vous l'avez fait cuire, on revient au même problème. Si vous l'avez fait cuire, le chocolat du côté viande, vraiment du lait. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Mais le four, il reste parvé? Oui, le four, il reste parvé. Ah, d'accord. Merci. Voilà, messieurs, dames, bonsoir. Attendez, je finis. Ma dernière question, Rav, 10 secondes. Par contre, la marmite, bon, on a tout compris. Quand je la reverse dans la passoire parvée, c'est permis. Oui. Si elle n'a pas été utilisée dans la viande. Voilà. Et si elle est utilisée dans la viande, cette passoire-là? Et si quoi, si? Si cette passoire, c'est pour égoutter les pâtes, elle a été utilisée, oui, bassari. C'est pas grave. Pas grave. D'accord. Ok, d'accord. Merci, allez, Rav. au revoir à tout le monde. Au revoir. Et je vois Baruch Hashem, vous chauffez dans la lachot, ça me fait plaisir. Continuez à chauffer. C'est grâce à vous, Rav Zaroub, vous nous amenez des choses. Grâce à vous, on vous a dit, on voit les quatre, on est dans les 4 coudées de mon Dieu. Allez, bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles.